Bonjour à toutes et à tous. Alors merci d'être présent aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Barbu qui parle RH et aujourd'hui on va parler recrutement programmatique. Alors pour beaucoup d'entre vous, vous en avez déjà entendu parler et pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas vraiment ce que c'est. C'est un terme un petit peu nébuleux, on ne sait pas trop ce qu'on met dedans. Et pour répondre à ces questions de savoir qu'est-ce que c'est, comment on s'en sert et en quoi aujourd'hui le recrutement programmatique peut être utile pour les RH et peut, pour ma part je le pense, révolutionner le monde des RH, eh ben, j'ai un invité de marque qui va pouvoir répondre à toutes ces questions et échanger avec moi aujourd'hui. C'est Daniel Moret, le CEO de Golden Bees. Salut Daniel, comment ça va? Salut Nico, ça va et toi? Bah écoute, ça va bien. Bah, ça me fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui, non seulement parce que on se connaît depuis longtemps, on se connaît d'une ancienne vie avant les vies qu'on a aujourd'hui, mais aussi parce que bah, tu es la personne la plus à même de pouvoir répondre à toutes nos questions sur le recrutement programmatique. Et bah, pour que toutes les personnes qui nous regardent sachent en quoi tu es la personne la plus à même de répondre à toutes ces questions, mais est-ce que tu peux en quelques mots te présenter ton parcours et ton job actuel? Ok. Donc je suis Daniel Moret, je suis le papa de deux filles magnifiques. Je suis pas marié mais pacsé à une super femme, un stit. Mais sur le côté plus professionnel, à la base j'ai fait une école d'ingé et je suis passé du côté obscur de la force très rapidement, en passant en commercial dans une ESN pendant 3 ans. Je me suis rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi et du coup j'ai décidé d'en partir pour des questions de valeur tout simplement. Et au même moment, je rencontrais celle qui allait devenir ma femme. On est parti faire un tour du monde et je suis revenu et je suis tombé vraiment par hasard dans le monde du recrutement, dans une boîte qui s'appelle Quel Job, qui est devenue ensuite Aden Classifieds, où on s'est rencontrés, où j'ai vu ton évolution à la fois professionnelle, capillaire aussi, hein, pour devenir le barbu qui parle au RH. Donc différents postes de AE, maintenant on appelle ça AE, à l'époque c'était ingénieur commercial, jusqu'à prendre le management d'une équipe commerciale. J'en suis parti parce que je tournais un petit peu en rond pour rejoindre une start-up qui était lancée par deux cofondateurs français et basés aux US, qui s'appelle Workfor, qui disent toujours, pour lancer tout ça en France, puis en Europe. Donc j'y suis resté 5 ans. Changement de direction, de fond, d'orientation, j'en suis parti. J'avais déménagé également à ce moment-là, pas très loin de chez toi, côté de Bordeaux. J'ai rejoint Golden Bees il y a maintenant presque 5 ans. J'aurais dû même être au début de l'histoire de Golden Bees aussi. Il se trouve qu'au moment où j'ai déménagé, Jonathan Bordereau, qu'on connaît tous les deux, qui est un des cofondateurs de Golden Bees, m'avait proposé de lancer également Golden Bees, mais c'était pas le bon moment. En tout cas, je ne me voyais pas porter et du déménagement personnel et changement professionnel complet. Donc j'ai pris un peu de temps, 9 mois. C'est toujours cool d'avoir un petit break dans une carrière. Et John est très fort, il a réussi à me convaincre pour rejoindre Golden Bees en 2018. Et du coup, je suis arrivé en tant que DIRCO dans un premier temps. Ensuite DGA pour prendre la direction depuis maintenant presque 9 mois, au mois de juin, de Golden Bees. Donc aujourd'hui, tu es CEO de Golden Bees. Exactement. Cool. Et donc Golden Bees, pour ceux qui ne savent pas, et on va en parler juste après, c'est pour moi un des pionniers du recrutement programmatique. Et en tous les cas, c'est le leader du recrutement programmatique en France et en Europe. Ou Ouais. ouais, ça, en France et en Europe. C'est trop cool, mais on voit que tu as eu plusieurs vies et surtout, on voit que tu t'es intéressé très vite aux nouvelles méthodes, aux nouvelles technologies de recrutement. Parce que Workfor, à l'époque où tu es parti, alors pour ceux qui ne savent pas, Workfor, on fait juste la petite parenthèse, hein, c'est un outil qui, au départ, combinait le recrutement sur Facebook en Le proposant une API pour pouvoir poster les jobs dessus, papier, faire ouais. du sponsoring dessus. Et donc, c'était hyper intéressant. Ça a un peu baissé d'intérêt aujourd'hui parce que Facebook a eu des nouvelles politiques. Mais du coup, tu étais vraiment au fait de toutes ces nouvelles technologies. Et c'est ce qui t'a un peu toujours boosté, c'est ce qui t'a motivé. Ouais, c'est mon côté geek, c'est le côté techno, c'est hyper important. En fait, tu vois, quand j'ai fait mon école d'ingé, tout ce qui était théorique, j'adorais. C'est-à-dire que, par contre, j'étais derrière mon ordinateur à coder. C'était moins mon cas, j'avais besoin de parler. Enfin, j'ai toujours besoin de parler. Je parle beaucoup, je préviens les gens. Et du coup, j'avais besoin de m'inspirer de la techno, de regarder ce qui s'y passe. Le monde du RH, c'est un monde qui bouge en permanence, à tous les niveaux, qui a toujours un petit peu de retard par rapport à d'autres secteurs d'activité. Mais il ne se passe pas, je pense, un jour sans qu'il y ait quelque chose de nouveau qui sorte dans le monde du recrutement, de la marque employeur. C'est assez hallucinant. Je suis complètement d'accord, c'est hyper stimulant comme secteur. C'est ce qui fait que moi, je suis comme toi, hein, je kiffe. Alors, je suis moins geek que toi.
C'est aussi pour ça que c'est hyper intéressant d'échanger avec toi parce que tu as ce côté tech qu'avait aussi Jonathan, qui a aussi toujours Jonathan, le cofondateur de Golden Bees, qui est quand même assez important et qui t'aide et qui est hyper, on va dire, intéressant dans l'écoute et dans l'échange qu'on peut avoir ensemble. Mais je suis d'accord avec toi, le RH est ultra stimulant, le secteur RH est ultra stimulant. En plus de devoir s'intéresser à tout type de secteurs différents, donc à tout type de problématiques différentes, on a un secteur en constante évolution, surtout ces dernières années, avec plein de nouvelles méthodes qui arrivent, comme tu dis, presque tous les jours. Donc, on s'ennuie pas, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, on va commencer, on va rentrer directement dans le sujet, dans le vif du sujet. En quelques mots, alors en quelques mots, ça va être dur. On sait que tu parles et en plus, le sujet, il s'y prête. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le recrutement programmatique? Ah, je pourrais pas faire aussi bien que la vidéo que tu as fait. En plus, j'ai pas tous les moyens de faire le petit corbeau qui passe derrière. En gros, je vais décomposer. Programmatique, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis plus de 20 ans dans le monde du marketing, du e-commerce. Pour la définition, alors j'ai deux définitions. J'ai une définition plus technique, celle que je vais donner maintenant, une plus philosophique. Je commence par la technique. Vas-y. Programmatique de base, pour moi, c'est une technologie qui permet de pouvoir acheter des formats publicitaires aux enchères dans un environnement digital sur plusieurs leviers. En gros, c'est passé d'une logique de média planning à l'ancienne, c'est-à-dire j'investis dans un média en espérant toucher ma cible, à une logique d'audience planning. C'est clairement le rôle du programmatique, c'est toucher une cible au bon moment, au bon endroit. Du coup, chez Golden Bees, ce qu'on a fait, c'est qu'on a verticalisé dans le secteur des ressources humaines le programmatique. Et donc, plus que le programmatique, le recrutement programmatique, moi, je préfère plus parler de marketing programmatique RH parce qu'on y mêle à la fois le recrutement. Donc, en gros, on achète sous format publicitaire, donc au clic, à l'impression ou autre, sur plusieurs leviers pour trouver le bon candidat et qu'on récolte la candidature. Mais on le fait également pour la marque employeur. C'est-à-dire que pour moi, impossible de dissocier les deux, encore plus sur un marché tendu. Donc, on va accompagner à la fois nos clients dans des logiques de sourcing, dans des logiques de communication marque employeur, en utilisant cette techno-là. Donc, on va être présent sur du desktop, du mobile, du DOH, sur le web, dans les agrégateurs, sur les réseaux sociaux, sur la télé, on en parlait juste avant, sur la radio, bref, partout où on peut acheter d'un point de vue, ce que je disais, un publicitaire, pas tout le temps en temps réel, parce qu'on pense toujours que programmatique, c'est RTB, donc Real-Time Bidding, c'est pas toujours le cas. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est un mix de techno, de data et d'humain. Et du coup, ma réponse plus philosophique, pour moi, philosophiquement, programmatique RH, c'est accepter que le combo data, techno et humain sera toujours plus efficace que juste le combo humain. Enfin, juste l'humain. Donc, pour toi, c'est un exhausteur de ce que peut faire l'humain avec justement tout ce qui est données et algorithmique et donc techno pour pouvoir justement essayer de trouver et de toucher les meilleurs profils. Ah bah, c'est clairement ça. C'est de se dire que un algo est sans faille, contrairement à l'humain. En gros, si tu veux avoir le bon ciblage, la bonne mesure, le bon pilotage, la bonne optimisation, bah, tout seul en tant qu'humain, tu as beau être le meilleur en termes de process, tu ne pourras jamais être aussi bon que la mise en place d'algo, la mise en place de techno, avoir la bonne data segmentée. Et donc, nous, on parle de RH, c'est-à-dire la data de personnes. Donc voilà, c'est accepter vraiment que le combo data, techno, algo, humain sera plus efficace que juste un humain. Alors, pour être un petit peu plus vulgarisant, parce que tu as donné plein de mots, plein de termes qui sont les bons, hein, qui sont hyper intéressants, pour être un peu plus vulgarisant, bon, déjà, on a fait toute une vidéo qui explique en détail ce que c'est que le recrutement programmatique. Donc, je vous mettrai le lien, vous pourrez aller la regarder, je vous mettrai le lien en description. Mais pour être un peu plus vulgarisant, c'est le moyen de pouvoir proposer des publicités sur l'ensemble du web, quel que soit le support, aux personnes que vous cherchez à toucher. Donc, c'est exactement le même principe que le marketing classique, en fait. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une pub de voyage ou de comment dire, une chaussure ou autre, bah, vous avez une pub qui est ciblée pour vous concernant soit de la marque employeur, soit du recrutement. Et Donc, Aline, tu peux me donner un exemple intéressant, ce que j'aime bien donner, c'est de se dire, si tu cherches à recruter, je sais pas, par exemple, un développeur, tu vas te dire que des sites comme développer.com ou je sais pas, où il y a un mot de développer, c'est ma cible. Donc, je veux acheter d'un point de vue média planning un encart publicitaire et donc je vais les appeler directement. Il se trouve que peut-être ce site, c'est que des personnes qui s'y connaissent pas en développement, qui vont sur ce site et du coup, tu vas mettre 100% de ton budget sur ce site qui va toucher seulement 20% de ta cible, alors que le marketing programmatique RH, le programmatique en tant que tel,
bah, c'est te dire que tu vas donner 100% du budget et nous, on va trouver quels sont les bons sites par lesquels le candidat, enfin ta cible, va passer et faire en sorte que on touche cette bonne cible. Et donc, du coup, pour expliquer un petit peu aux gens un peu plus en détail, comment tu fais pour toucher cette bonne cible? Comment tu as fait pour la segmenter, cette cible, en fait? Comment tu as fait pour justement la ranger, faire en sorte que tu saches, parce qu'aujourd'hui, on sait que, bah, je dis n'importe quoi, les personnes à qui on va proposer des voyages, c'est parce qu'ils ont l'habitude d'aller sur des sites de voyage. Les personnes à qui on va proposer telle paire de chaussures, c'est parce qu'ils ont l'habitude d'aller sur des sites type Sarenza ou autre ou quoi au caisse, et donc on les a ciblés. Comment vous avez fait aujourd'hui, vous, pour segmenter votre donnée? Alors, sur la partie, je vais distinguer encore une fois pareil, hein, la partie recrutement et la partie marque employeur. Sur la partie recrutement, on va aller sur des sites dans lesquels on va trouver des candidats en recherche active, type agrégateur. Ils ont un modèle économique qui est celui de la publicité, hein, donc ils vendent au CPC, voire au CPA, donc coût par clic et coût par acquisition, donc coût par CV. Et du coup, bah, on va afficher l'offre d'emploi et faire en sorte qu'elle soit comme sur Google, hein, en haut, en bas ou de côté, suivant les sites. Et en gros, on va mettre en compétition tous ces supports-là, ou une partie. C'est-à-dire que certains sont plus spécialisés dans le commerce. En gros, on a déjà segmenté ces différents sites. Et en gros, le métier de l'algo, c'est d'optimiser le budget qui nous est confié par le client pour trouver le meilleur coût d'acquisition. Si on peut aller plus loin avec le client d'un point de vue qualitatif, bah, on va plus loin. Si on peut aller plus loin, bah, on va jusqu'au coût recrutement. Là. Le C ici, il est vraiment lié à la capacité des recruteurs à bien remplir l'ATS, ce qui n'est pas souvent le cas. Donc, en gros, déjà, être en mesure de mesurer le coût par acquisition, c'est déjà pas mal. On va utiliser également les réseaux sociaux, mais on ne va pas utiliser la data des réseaux sociaux, on va utiliser notre data. Donc, je vais répondre à ta question et qui du coup, va avoir une possibilité plus forte sur la partie marque employeur. En gros, depuis le départ, nous, on est en capacité. Alors, au départ, on a acheté de la data. Derrière, on l'a segmenté, c'est-à-dire qu'on va, comme tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont dans la pub, on est une boîte ad tech dans la publicité, c'est analyser le comportement des personnes, le segmenter, c'est-à-dire j'ai une personne qui a été voir une offre d'emploi commerciale à Aix-en-Provence, Bac plus 5 principalement. Donc, on peut se dire naturellement qu'il est plus dans cet axe-là. En plus de ça, on va avoir toutes les informations du cookie, c'est-à-dire que quand on navigue, on laisse des traces partout, on laisse des infos partout, on remplit des formulaires, autant de choses qu'on est capable de récolter. Le plus dur, c'est l'évolution, c'est-à-dire qu'on a tous vu une évolution d'un point de vue RGPD. Dès qu'on arrive sur un site, on a un CMP, un Consent Management Platform qui apparaît. Est-ce qu'on accepte ou pas le cookie? Moi, je conseille à tout le monde d'accepter ça pour une simple et bonne raison. C'est que si on ne l'accepte pas, on va avoir des pubs qui vont avoir rien à voir avec qui on est, ce qu'on aime. Donc, plus on va accepter, mieux ça va être. Après, vous faites comme vous voulez, encore une fois. Mais voilà en fait comment on le fait. À partir du moment où, du coup, on a une grosse base de données, on est capable de mieux toucher. On va pousser notre data en disant, nous, on cherche tel type de profil. On va récolter également les informations des sites en disant, nous, on a tel type de profil. Ça va être un système d'enchères. Et si on remporte l'enchère, on va faire en sorte d'afficher au bon format, au bon endroit, le format qu'on veut pousser. Donc, ça peut être la bannière, ça peut être de la vidéo, ça peut être de l'audio, ça peut être tout type de format, on est capable de l'adresser. Trop cool. Et donc, en gros, là où je te rejoins, c'est que n'hésitez pas à laisser vos données. Arrêtez de vous faire de la rétention. En France, j'en parlais avec des personnes justement qui développent des CMP. En France, le problème, c'est qu'on est complètement en retard là-dessus, en voulant se dire non, je laisse pas mes données, elles vont être utilisées de telle sorte, telle sorte, telle sorte. Je crois qu'on est les derniers pays européens en termes d'utilisation des données. Enfin, c'est un truc de ouf. Mais en fait, rendez-vous compte que de toute façon, vos données, elles existent et de toute façon, elles sont utilisées. Que ça soit sur vos cartes bleues, que ça soit sur l'ensemble de ce que vous laissez sur des actions, on va dire, relativement classiques. Et donc, si jamais vous laissez vos données de manière relativement libre sur le web, et comme ce que dit Daniel, vous aurez des publicités, vous aurez des choses qui seront plus adaptées à votre profil. Et c'est quand même vachement plus intéressant d'avoir des publicités qui sont adaptées à votre profil plutôt que d'avoir des choses qui ne correspondent pas. Déjà qu'une publicité, c'est pas forcément toujours cool. Alors, si en plus, elle ne vous correspond pas, c'est encore moins cool. Donc, n'hésitez pas à laisser vos données. Et après, il y a un point important, hein, c'est aujourd'hui, si on a accès à Internet gratuitement, c'est quand même grâce à la publicité. Alors, pas que RH, mais vraiment au sens large. C'est-à-dire que ce monde de la publicité a cette vertu de pouvoir donner accès à tout le monde à Internet sans qu'on paye un prix exorbitant. On voit parfois, on arrive sur des sites où on nous dit tu acceptes la publicité ou tu veux payer? On va accepter plus facilement. C'est ça. C'est français aussi. Hein. Et sinon, en plus, on paye cher. Exactement.
Ok, donc on a bien compris ce que c'était que le recrutement programmatique. Maintenant, je vais te poser une question. Alors moi, j'ai une petite idée, hein, mais je vais te poser une question. C'est pour toi, euh, comment pour toi le recrutement programmatique a fait évoluer ou non? Moi, je pense qu'il a fait évoluer en fait le recrutement, ou tout du moins le modèle de recrutement ces dernières années. Je serais pas chez Golden Bees si c'était ça. Pour moi, c'est une évidence. Et regarde, juste pour donner un parallèle, tout à l'heure, je disais que le programmatique, ça fait 20 ans que ça existe dans le monde du marketing. Ça représente plus de 3 quarts des investissements publicitaires. Donc, c'est énormissime. C'est-à-dire que C'est énorme. voire même 80%, je crois, peut-être cette année. Donc, en gros, c'est ce que je disais, c'est accepter le fait que data, techno et humain seront toujours plus efficaces que juste humain. Alors, pourquoi? Parce que c'est un gain de temps phénoménal. C'est-à-dire, plutôt que de regarder tous les sites sur lesquels je devrais poster soit mes offres d'emploi, soit mes bannières publicitaires de marque employeur, d'attractivité et autres, déjà, je te fais gagner un temps monstre. Garantir que je vais cibler les bonnes personnes, c'est un gain et une garantie de retour sur investissement. En tout cas, d'être sûr que je vais afficher à la bonne cible. La mesure, c'est-à-dire que aujourd'hui, on demande aux RH, aux recruteurs d'être à la fois digitaux, technophiles, des rois de la mesure, enfin, d'être un couteau suisse de malade. S'ils n'ont pas des outils et des entreprises comme les nôtres pour les accompagner, franchement, c'est compliqué pour eux. Donc je considère qu'on est capable de leur faire gagner du temps, d'optimiser leur budget et de faire en sorte de toucher les bonnes personnes. Et derrière, en plus, si on va jusqu'à l'optimisation du parcours du candidat, c'est un vrai défi aussi, c'est-à-dire que faire en sorte de faire communiquer tous les outils que les recruteurs ont, c'est-à-dire l'ATS, l'outil d'inbound, enfin tout ce qui est présent, c'est pas tout le temps adapté pour un candidat. Si je prends l'exemple d'un ATS, parfois on atterrit, on a 20 000 clics à faire. Nous, on va faire en sorte d'optimiser ça pour rendre l'expérience candidat plus simple aussi et pour faire en sorte d'aider le recruteur à prendre une décision plus rapide sur est-ce que c'est le bon candidat ou pas. J'ai un exemple simple, hein, c'est je cherche à recruter des chauffeurs. Première question, est-ce que tu as le permis B? Ça permet effectivement d'aller plus vite. Un peu plus Et simple. en gros, pour moi, c'est une vraie révolution. Et en gros, elle n'est pas encore complète pour moi, pour une simple et bonne raison, c'est que elle sera complète quand on aura, et du coup, c'est un combat que je mène au quotidien avec la plupart des job boards, quand on aura unifié la façon dont les job boards, les agrégateurs vendent, c'est-à-dire que je parlais de coût au clic, de coût au CV. Aujourd'hui, on n'est pas encore là. Si je prends outre-Atlantique, on y est déjà. Donc, on vend au CPC, on vend au CPA dans la plupart des job boards et agrégateurs. Il y a une réticence qui n'est pas que française, hein, elle est européenne. Un jour, on y sera. Un jour, on y sera. Et là, le programmatique prendra toute son ampleur et sa puissance sur la partie recrutement. Mais déjà, sur la partie marque employeur, pour moi, c'est une évidence qu'il faut passer par le programmatique RH et Golden Bees naturellement aussi, hein. Bon, on mettra Golden Bees en lien, vous inquiétez pas. Même s'il y en a d'autres, mais on mettra quand même Bien Golden sûr. Bees en lien. Au-delà de ça, et je vais rester sur cette question, mais moi, il y a un truc qui m'a marqué en fait dans l'évolution. C'est, tu confirmeras ou pas, hein, mais nous à l'époque où on travaillait chez toi, chez Quel Job, et ensuite au Figaro chez Eden Classifieds, on avait un modèle, un business model qui existe encore, comme tu le dis, comment dire, sur les job boards, qui était un business model d'acheter un espace pour un temps donné. En fait, et ce business model, comme tu dis, il a disparu outre-Atlantique. Et aujourd'hui, il est quand même plus ou moins en train de disparaître en France. C'est ce qui se fait. Et pour moi, c'est la plus grosse révolution qu'a amené le recrutement programmatique. Parce que si vous n'étiez pas arrivé avec justement ce nouveau modèle-là, les job boards n'auraient jamais changé. Et on achèterait encore. Moi, je me rappelle, hein, c'est pas dur, hein. Au départ, quand je suis arrivé au Figaro, on vendait une annonce cadre emploi pour 28 jours. Bon, voilà. Donc, tu avais le droit de diffuser cadre emploi pendant 28 jours. Modèle qui était purement et simplement tiré du papier. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est-à-dire que les job boards sont arrivés en reprenant le modèle des annonces papier. Une annonce papier, on diffusait une annonce soit sur un quotidien, soit sur un hebdo, et donc du coup pour un temps donné, et les job boards ont repris ce modèle-là. Ce modèle-là, et aujourd'hui, il a complètement explosé. Il est encore en cours sur certains job boards, mais il a complètement explosé. Pour moi, c'est vraiment la révolution qu'a amené le programmatique. Ouais, clairement. Et je me rappelle même, ça me fait rappeler des souvenirs. On avait des systèmes soit de pack d'annonces, soit d'emplacement. Et on faisait le parallèle en disant, soit vous achetez des tickets de métro, soit vous achetez une passe Et pas- Navigo. Bon, c'est pas le pass Navigo à l'époque. Mais non, effectivement, en fait, on a eu des échanges avec certains job boards il y a encore 2-3 ans, qui se posaient des questions. Alors, je vais peut-être pas les citer, mais en gros, on les a accompagnés vers un nouveau changement de modèle économique pour eux, où ils vendent aujourd'hui à la perf. Et ils sont passés par des entreprises comme les nôtres,
en local dans différents pays pour se poser la question de quel est le bon coût d'acquisition d'un CV pour pouvoir vendre au CV. Donc, on a été précurseur pour les accompagner dans ce changement de modèle économique parce que de moins en moins de candidats allaient sur le site. Et je pense qu'on va voir émerger des sites qui vont être, des job boards qui vont être dans un modèle freemium pour des clients. Et ça va se développer de plus en plus. Le modèle du coût au clic, il faut qu'il soit dynamique, il faut qu'il soit bon. Donc, c'est pas si évident. Enfin, c'est pas en claquant des doigts qu'on passe d'un modèle de pack d'annonces à un modèle du coût au clic dynamique. Par contre, accompagner sur un modèle au coût au CV, ça c'est complètement faisable et c'est ce qu'on prône. Et donc, on a beaucoup d'échanges avec des job boards, alors, pas qu'en France. Tout à l'heure, on parlait que tu es leader en Europe aussi, mais dans différents pays. Où aujourd'hui, en fait, c'est pour répondre à un besoin principal pour moi, c'est celui du client final. C'est-à-dire que c'est le client final qui a raison. Et si aujourd'hui, il a des statistiques qui sont différentes chez un job board, chez un autre, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va communiquer sur des CV, alors que c'est que des clics sur annonce, d'autres qui va communiquer sur des clics sur postuler, alors que c'est le clic uniquement pour voir l'annonce. Enfin, en gros, c'est complètement hétérogène et au moins avoir même source de mesure pour prendre des décisions. C'est ce que permet aujourd'hui le programmatique, en tout cas la façon dont nous on l'a construit technologiquement. Pour moi, c'est vraiment la révolution. Clairement, c'est la révolution. Ça a révolutionné le monde du recrutement, clairement. Parce que du coup, ce modèle qui est arrivé il y a 7 ans, 8 ans maintenant, ça fait quoi 8 ans Golden Bees Ça fait 8 ans en juillet. Ça fait 8 ans Golden Bees. Là, commence à faire maintenant 2 ou 3 ans que tous les job boards se mettent à changer leur business model. Ceux qui s'y mettent pas, c'est les petits parce qu'ils peuvent pas forcément le faire. C'est un peu compliqué pour eux. Mais tous les gros, en fait, se sont mis à changer leur modèle. Et je vais te poser une autre question. C'est pour toi, aujourd'hui, et encore une fois, je pense que tu as déjà commencé à y répondre, mais pour toi, aujourd'hui, en quoi le programmatique, et là, j'irais peut-être plus sur le côté marketing programmatique, donc plus sur le côté marque employeur, à mon avis, en quoi pour toi, ça peut être une bonne réponse à l'attention du marché? Alors, aujourd'hui, sur les 2 dernières années, post-Covid, le constat qu'on a fait, c'est alors on a beaucoup de sources d'acquisition si on prend que la partie candidat actif, c'est-à-dire job board agrégateur, de façon unilatérale. En gros, on a divisé par 3, voire par 4, le nombre de candidats par annonce. Donc, c'est violentissime. Ah, c'est violent. Donc, D'accord. déjà qu'il y a 2 ou 3 ans, beaucoup de clients disaient j'ai pas assez de CV. Alors là, c'est plus que jamais. Donc, une des manières que les personnes ont, enfin que les entreprises ont pour se distinguer, c'est pousser leurs valeurs, pousser leur marque employeur. Il y a même une nouvelle mode, la marque recruteur. Mais en gros, c'est être en capacité de dire pourquoi il faut nous rejoindre, faire parler les ambassadeurs, donc travailler l'ambassadorat. C'est de les accompagner sur les bonnes réponses à avoir. Ils se posent beaucoup de questions et c'est normal. C'est-à-dire, ils se disent que c'est que chez eux, c'est-à-dire l'herbe est plus verte ailleurs. La réalité, c'est que c'est pas complètement le cas, mais en gros, il y a besoin de se distinguer. Et en gros, à partir du moment où l'employee value proposition a bien été posé, qu'on sait ce qu'on doit raconter, et en plus, il ne faut pas mentir. C'est-à-dire que faut être sûr que ce qu'on va dire à l'extérieur se passe vraiment à l'intérieur, parce qu'il n'y a rien de pire que le bad buzz. À partir du moment où tout ça est prêt, on peut imaginer comment on va toucher avec tous les formats dont j'ai pu parler, que ce soit audio, vidéo, suivant les profils qu'on souhaite toucher. Et derrière, on active des boutons, on mesure, on arrête, et on est en capacité de pouvoir pousser tout ça pour se distinguer avec tout ce dont je viens de parler, c'est-à-dire les formats, les personnes en interne, en fait, plein de choses dont on parle depuis 5 ans. La marque employeur, 10 ans, je 10 ans, dirais. 10 ans la marque employeur. Voilà, 10 ans. Mais là, c'est juste se dire, on active, on appuie sur le bouton et on y va parce que si à force d'attendre, il se passe rien. Donc là, il y a vraiment besoin de se dire qu'on bascule peut-être plus de budget sur la marque employeur que sur sourcing parce qu'il faut se distinguer pour réussir à attirer. Et en plus, moi, il y a un truc que je trouve hyper intéressant dans le modèle que vous avez, c'est que non seulement vous jouez sur la marque employeur, sur des supports qui sont pertinents et qui sont bien ciblés en fonction de ce qu'on veut diffuser comme typologie de contenu, mais aussi et surtout, on va toucher une cible qu'on ne peut pas forcément toucher ailleurs. Parce que c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est-à-dire que pour ma part, et ça sera la question d'après, mais on ne va pas y venir tout de suite, pour ma part, les job boards aujourd'hui sont encore clairement utiles parce qu'on sait que les personnes en recherche d'emploi, les personnes qui recherchent de l'emploi aujourd'hui, à plus de 80% vont se renseigner sur les job boards, vont essayer de répondre à des offres d'emploi sur les job boards. Mais ça, c'est une petite partie du potentiel qu'il y a.
Et tout le reste du potentiel qu'on appelle les non-intentionnistes, donc ceux qui ne sont pas en recherche directe d'emploi, bah, tout cela, ils existent. Et c'est pas parce qu'ils ne sont pas en recherche directe d'emploi qu'ils ne seraient pas intéressés par une boîte qui est plus proche de leurs valeurs, qui leur propose un poste plus intéressant, qui est plus proche de chez eux. On parle souvent d'équilibre pro-perso, qui est plus proche de chez eux. Enfin, tout un tas de choses. Et ces non-intentionnistes, en fait, bah, comment on les touche? Bah, pour moi, c'est quand même une ultra bonne réponse. Et c'est ce que le programmatique peut faire. Comment dire, à la réponse à l'attention du marché actuel, c'est que grâce à ce système-là et à ce ciblage data à travers justement des modèles et comment dire, des canaux de diffusion qui ne sont pas au départ des canaux de recrutement, parce qu'on parle de canaux qui ne sont pas au départ des canaux de recrutement, et ben on peut toucher cette cible non intentionniste. Et on va les toucher à des moments parfois où ils ne s'y attendent pas. Donc, qui va créer du coup le déclic en disant ah bah tiens, ça me dit quelque chose, donc je vais creuser un petit peu plus et sur des formats différenciants, donc Ouais. propres à l'entreprise aussi. Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça, hein. On est bien d'accord, hein. La marque employeur, ça fait 10 ans qu'on en parle, on le sait. On a été tous les deux, comment dire, on connaît ceux qui ont lancé, qui ont été aussi les pionniers de la marque employeur en France avec MyRH Community, qui, il y a 10 ans, on sait, franchement, c'est parti des pionniers, réellement. Et On ne clairement. connaissait pas d'agence en dehors d'eux au départ qui l'avaient lancé. Bon, Et ça, c'était il y a même plus de 10 ans, parce que je crois que c'était il y a 12 ans qu'ils avaient lancé l'agence. et combien disaient mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils se lancent, Ouais, Mathieu? Enfin, c'est ouais, c'est ça. vraiment, Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, on en parle encore de la marque employeur. Les gens traînent toujours à se lancer. On le voit, ça commence vraiment à se faire, mais traînent toujours à se lancer. Donc là, il y a la tension du marché actuel. Il y a plus du choix. plus de choix. Il n'y a plus de raison. Il n'y a plus le choix. Il faut y aller. Et en l'occurrence, le recrutement programmatique est une bonne manière aussi de se lancer dans la marque employeur parce que ça permet justement de jouer sur des canaux et sur des datas qu'on n'a pas forcément, nous, une certaine traction qu'on n'a pas forcément en tant qu'entreprise parce qu'on n'a pas une grosse visibilité. Bah ça, en fait, c'est un outil qui nous permet de choper et de capter cette Sûr. visibilité. Et on parle même pas de l'A/B testing, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de pouvoir tester différents formats. Quand on a des doutes, on va A/B tester, on va pouvoir dire: «Bah tiens, il y a trois Ouais, quarts des personnes qu'on a touchées qui préfèrent ce format-là», donc ça permet de pouvoir ouais. repousser ce format-là sur d'autres supports. Enfin, ça c'est pas juste, c'est que tes data, c'est également test and learn. Ouais, ouais. C'est un outil, complet. On est dans le pur marketing RH, hein. Là, franchement, c'est le kiff total. Bon. Du coup, je vais te poser une question enfin voilà, c'est la petite question, on va dire, un petit peu piège, mais, ou pas. Mais pour toi, aujourd'hui, bah, suite à tout ce qu'on vient de dire, quel est l'avenir des job boards? C'est, c'est une super question, où j'ai pas complètement toute la réponse, mais j'ai commencé à en parler tout à l'heure. Je pense que, en fait, la réalité du marché on a vu ce marché évoluer, hein. Moi, ça fait, 17 ans maintenant, 18 ans presque, où comme tu as dit, j'ai vu le passage de la presse, vers le net où, on leur disait: «Je vous jure, hein, vous allez voir, c'est plus rapide, vous allez recevoir vos CV directement dans une boîte mail et c'est fini le papier, votre annonce presse qui coûte 10 000 € pour une semaine, bah, là, elle va coûter, à l'époque, c'était 300 €, même pas, c'était moins que ça». Et du coup, d'autres sont arrivés avec des modèles économiques différents. On a vu, l'émergence de LinkedIn, avant même Facebook, avec des Indeed qui sont arrivés, qui ont révolutionné quand même ce marché du recrutement. Donc on a 2 mastodontes, Indeed et LinkedIn, américains en plus. Il faudrait faire, quelque chose de costaud Ouais, pour France, où on a des choses à faire, et même en propre en pays. Et après, c'est vrai que c'est différent d'un pays à l'autre. C'est-à-dire qu'on a certains pays où, ces 2-là font pas si mal que ça, et du coup, on a des acteurs, des job boards costauds, sur ces pays-là qui, pour l'instant, sont indéboulonnables et pour autant trouvent des modèles économiques et sont prêts à se challenger de peur d'avoir l'effet Kodak. hein, Ils sont prêts à vendre au CV, tenter des choses sur un marché français qui est un peu plus réticent, qui croit à la force du petit Gaulois, et moi j'y crois moins. Donc, en gros, ils vont devoir aller vers un modèle, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, vente au CV pour qualifier, d'aller sur du CPC, coût au clic. Euh, Modèle freemium, on en a parlé. Euh, on va avoir un marché qui va se concentrer pour moi, c'est-à-dire que là où on avait il y a 5-10 ans un jump board qui sortait tous les jours, on va en avoir moins. Ça me fait sourire parce qu'il y a eu un salon HR Technology il n'y a pas longtemps et j'ai croisé Dan Gaze, qu'on connaît tous les deux, donc qui a open sourcing. Et à un moment donné, il échangeait avec une startup qui était présente. Alors, je me souviens plus c'est laquelle, je ne vais pas la citer, mais qui lui pitchait un petit peu ce qu'il faisait. Et donc, j'étais avec lui.
Et il fait: «Mais en fait, tu un job board?» Il fait: «Oui, mais pas tout à fait» et il fait: «Bonne chance!» Il part. Et du coup, je suis d'accord avec lui, c'est compliqué aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça joue encore sur l'audience. Demain, ça sera plus possible. Heu et ils doivent se réinventer obligatoirement, offrir du service à valeur ajoutée pour le candidat, donner un accompagnement, un suivi, de la techno. Ils se focus sur le candidat plutôt que de se focus sur le modèle économique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu résous la problématique du candidat, qui est le bien qui permet de vendre, tu arriveras à mieux vendre. Donc et c'est pas ce qui est fait actuellement. Merci, merci, merci. C'est un truc de ouf. Tu vois, pourtant, on en a jamais parlé de ça. Non, c'est vrai. On en a jamais parlé, toi et moi. Et c'est un combat que je mène auprès des job boards à chaque fois que j'en discute Oh, avec tu eux. pas le seul, hein. Je Moi leur aussi. dis, mais les gars, mais je comprends pas ce que vous faites, quoi. Ils ont un système marketing qui est toujours centré sur le client final, qui est l'entreprise. Mais on leur dit, mais ok, c'est ceux qui vous donnent de l'argent, très bien. Mais votre valeur, c'est quoi? C'est vos candidats. Dirigez-vous vers eux. Donnez-leur de la valeur ajoutée, ce que tu dis, proposez-leur du contenu, faites de l'inbound marketing, faites en sorte de les faire venir. Qu'est-ce que Indeed a réussi d'une autre manière que ça? Indeed, ils ont réussi à ramener du candidat et du coup, ils ramènent des entreprises. Alors eux, ils n'ont pas fait d'inbound. Ils sont arrivés en disant, on récupère toutes les offres, du coup, on propose une certaine valeur au candidat qui est le fait de proposer toutes les offres d'emploi qui existent sur le marché. Comme ça, les candidats sont venus et du coup, ils pouvaient les redonner. Aujourd'hui, c'est compliqué de faire comme Indeed, mais par contre, pouvoir leur donner de la valeur et tout, comme ce que fait Welcome d'un côté, tu vois, Welcome leur donne de la valeur. Même Et ce que fait LinkedIn aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit LinkedIn qui est en haut et cetera, mais pour autant, là, ils sont en train de faire pareil, en train d'agréger toutes les offres du marché pour pouvoir aller encore plus loin que là où ils sont. ouais, LinkedIn le fait, mais en plus, bon, après, le problème de LinkedIn, c'est qu'en plus, ils le font pas forcément toujours très bien. Il y a des bugs un peu Non, partout. C'est mal foutu, quoi. non, Mais mais oui, je suis je d'accord avec parlais toi. de Kodak tout à l'heure par rapport à d'autres job boards avec qui j'ai pu échanger, sur l'international. LinkedIn a peur de cet effet Kodak aussi, hein. Oui, bien sûr, et ils ont raison, parce qu'en plus, Bien sûr. et c'est là où ils sont intelligents. C'est-à-dire que LinkedIn est quand même assez bon dans le fait d'essayer des nouvelles méthodes, je suis d'accord. Mais du coup, enfin, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je ne comprends pas ces job boards, et pour moi, les job boards vont mourir petit à petit si jamais ils ne créent pas une certaine audience, une certaine attractivité pour les potentiels candidats, qu'il va falloir en plus qu'ils différencient, parce que s'ils ont tous la même attractivité, bah voilà, ça va faire la même chose. Et on s'en aperçoit, parce qu'au final, réellement, tu prends en France, il y a les grands job boards qui sont là, les généralistes et tout, mais au final, ils ont tous plus ou moins la même audience. Réellement, t'as quoi? T'as Indeed qui sort du lot parce qu'ils ont 7, 8 millions de personnes qui sont là. T'as les autres derrière qui sont les gros, qui sont plus ou moins bons en fonction de leur marketing. Et on va pas dire qu'ils sont mauvais parce que ça soit les Hello Work, les Météo Job, tous, ils font le taf, hein, clairement, ils ramènent du candidat, mais ils ont une audience qui est quand même relativement similaire. Et après, le seul qui a une audience vraiment exclusive, c'est Le Bon Coin, mais une audience exclusive sur une autre partie de la population. Pourquoi? Bah parce qu'ils drainent cette partie-là. Mais moi, pour moi, ils vont vraiment devoir faire le taf d'attirer du candidat. S'ils n'attirent pas du candidat, ils sont voués à l'échec. Alors après, ils se développent aussi parce qu'ils développent des softs, ils développent justement tout un tas de choses à côté pour les clients finaux. Mais c'est ça, moi, qui me choque. C'est-à-dire Ouais, qu'ils se l'effet penchent toujours candidat. sur le client final et jamais sur le candidat. Ouais. Donc, je suis d'accord. J'attends avec impatience de voir ces évolutions, mais Ah, je moi suis aussi. pas forcément confiant pour tous, hein, Et clairement. moi, je leur dis, hein, je suis là. Je leur dis, je suis là, donc on peut vous aider à transformer votre modèle économique au CPC, au CPA. Ouais, On a les outils pour le faire, donc ouais, welcome. ouais. Ok, cool. Bon, écoute, on a fait un petit peu le tour, hein, du sujet. C'était assez cool. Je vais te poser quand même une dernière question avant de clôturer, qui m'intéresse parce que je sais que tu as toujours des bonnes idées et tu as toujours une vision des choses et un angle d'approche qui est intéressant. C'est pour toi, qu'est-ce que c'est demain le future of work? Et tu prends l'angle que tu veux, mais pour toi, demain, c'est quoi le future of work? Heu, je vais prendre l'angle candidat. On en parlait juste avant. En fait, pour moi, il y a des choses qui sont évidentes qu'on a subies par rapport au Covid, le côté, télétravail. Enfin, c'est des redites, je pense que tout le monde en parle, mais tout le monde ne l'applique pas, obligatoirement. Mais, parmi les, enfin, on le voit, nous, en fait, on scanne également les offres d'emploi. C'est-à-dire qu'on vient enrichir également les offres d'emploi, alors avec des flux et dans les infos qu'on va renseigner, ça va être le salaire qui est important et qui devient primordial même sur certaines plateformes, il faut qu'il soit présent. Ça va être le type de contrat, donc le côté, distanciel, télétravail, voire remote, est un prérequis pour, certaines populations, voire même pour tout le monde. Le côté digitalisation, automatisation, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'il faut équiper,
ces candidats, quel que soit leur poste, hein, d'outils qui leur permettent de pouvoir travailler à distance, de se sentir à l'aise, de leur donner des outils au quotidien qui leur permettent de gagner du temps et tout ce qui est tâches répétitives, de ne pas être présent. Je pense que je vais jeter un gros pavé dans la mare. C'est l'année de l'IA, pour ceux qui n'ont pas entendu parler, mais je le pense vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai un site que je regarde tous les jours, ça s'appelle Futurpedia, je ne sais pas si tu connais. Non, et C'est je connais pas Futurpedia en plus. Alors, je te recommande d'y aller. C'est Ouais. une petite pépite qui référence, en fait, qui donne la possibilité, en fait, à n'importe quelle boîte qui est liée à l'IA de référencer son projet ou son site internet. Et alors, tu vois, tout à l'heure, je disais, alors, c'est pas que dans le monde du RH, hein, c'est vraiment large, mais il y a des sujets liés au RH. Donc, moi, j'impose dans mes équipes, en fait, à utiliser l'IA, que ce soit ChatGPT ou autre, dans toutes les équipes. C'est-à-dire, côté market, côté IT, tu vois, on a pris des licences ChatGPT pour optimiser leur temps de travail. Côté Insight également. Donc, se dire que il y a plein de choses, que ce soit dans le quotidien ou même dans le modèle économique qu'on peut faire évoluer. Donc, si au sein de mes équipes il y a ça, ça veut dire qu'il y a des demandes quand même qui sont faites. Et donc, ça à regarder. Ça, c'est d'un point de vue processus, d'un point de vue organisation. Pour moi, il y a de plus en plus de volonté d'indépendance, de freelance et qu'il faut accepter aussi. Donc, trouver des façons d'absorber des candidats. J'avais lu il faudrait que je le retrouve et que je te l'envoie. Je ne sais pas si je te l'avais envoyé. C'était une personne qui disait stop au CDI, mettons en place un PDI, projet à durée indéterminée. Ouais. Je trouvais que c'était juste génial. En gros, c'est d'accepter le fait qu'on a des candidats qui vont venir dans notre boîte pour un projet donné et qui, à la fin de ce projet, s'y retrouvera plus parce qu'il est arrivé à la fin de ce projet-là et qui partira. Donc, en gros, c'est en tant que patron, que recruteur, DRH, avoir cette résilience de se dire, au final, il est venu pour un PDI et c'était très bien. Donc, il y a cette partie-là. Et après, de façon plus large, je vais prêcher pour ma paroisse. Moi, je suis persuadé que avoir des algos, de l'IA au centre de tout, pour la mesure, pour l'optimisation. Donc, si je prends la partie recrutement et marque employeur, ce que je dis, on est à peine, je pense, à 30% de ce qu'on devrait être sur le marché européen et français. Le jour où je serai à plus de 50, je serai très content, pas que pour le business, hein, pour mes clients finaux, parce qu'ils seront en mesure de pouvoir comparer, de pouvoir voir lequel est le plus performant et de pouvoir arriver à cliquer sur un bouton, dire j'ai recruté tant de personnes, ça m'a coûté tant, telles plateformes sont les meilleures, et en plus de donner la visibilité à ces mêmes plateformes, c'est-à-dire à ces job boards, agrégateurs, tenez, en toute transparence, je vous dis si vous êtes bon ou pas bon, et si vous n'êtes pas bon, trouvez des solutions. Donc voilà pour moi le future of work. Alors, je pourrais continuer, hein, tu le sais, on pourrait passer des soirées ensemble, mais je me limiterai à ça. Cool. Mais en tous les cas, c'est une bonne vision. Et puis j'aime bien ce côté. Alors j'ai bien aimé deux choses. Tu connais mon appétence pour l'IA. Hein. Maintenant, c'est plus un secret pour personne. Hein. Voilà, nous c'est notre délire, c'est notre marotte. C'est là-dessus qu'on se lance aussi, parce qu'on a lancé le nouveau projet Hawk. Donc du coup, c'est pour nous super intéressant et c'est pour nous un outil extraordinaire au service des recruteurs et des RH en général. Mais je retiens quand même le côté en dehors de l'IA, le côté PDI, parce que je trouve ça hyper intéressant quand on sait que comment dire, que les missions sont quelque chose qui est de plus en plus important dans la recherche des candidats, mais ce côté PDI peut être assez intéressant. Et c'est pas parce qu'on a des PDI que forcément on aura des personnes qui vont rester 2 mois et qui vont se barrer. Ça peut être des projets vraiment à plus long terme, ça peut être des choses qui vont durer dans le temps, et surtout, ça peut maintenir une vraie émulation, une vraie stimulation au sein de l'entreprise. Et je pense que c'est en plus duplicable dans beaucoup plus de modèles que ce qu'on pense, et pas uniquement dans les entreprises de services ou les entreprises de la tech. Et moi, il y a un dernier truc, c'est comme toutes les boîtes, hein, j'ai des personnes qui partent de chez moi. Je prends le temps nécessaire de faire l'offboarding et de comprendre pourquoi ils partent. Et ça, pour moi, c'est une nécessité absolue pour se remettre en cause et de se dire, alors, parfois, ça part, c'est comme ça, c'est la vie, il y a mieux ailleurs. C'est accepter ce que je disais tout à l'heure par rapport au PDI, c'est accepter que il y a un passage comme ça et que ça rentre dans la tête de tous, c'est-à-dire le recruteur, c'est pas de sa faute si ça a pas, enfin voilà, s'il n'a pas tenu plus longtemps. C'est pas de la source d'acquisition, c'est-à-dire que parfois j'échange avec certains recruteurs en disant il faut que j'identifie la source d'acquisition qui me permet d'avoir le candidat qui reste le plus longtemps. Je fais mais ça fait tout, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, c'est qu'est-ce que tu mets en interne pour pouvoir
faire en sorte qu'ils s'épanouissent. Et du coup, l'offboarding, c'est une nécessité absolue dans toutes les boîtes de le mettre en place pour comprendre, pour mettre en place des choses. Et ça peut passer par l'IA, l'offboarding aussi. Alors, on est bien d'accord. Ah, mais il y a Oui. beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent passer par l'IA. L'IA peut être vraiment un exhausteur, hein. Encore une fois, celles et ceux qui écoutent, comment dire, ne vous offusquez pas. On ne parle pas d'IA pour remplacer les RH. On parle d'IA N'ayez pas pour. peur. C'est ça, n'ayez pas peur. On ne parle pas d'IA pour remplacer les RH. On parle d'IA pour accompagner les RH, pour faire en sorte d'améliorer le travail. Trop cool. Mais écoute, merci beaucoup, Daniel, pour cet échange on a encore traîné, on a encore parlé. Écoute, c'est comme ça. Alors, Mais pour cet échange qui était hyper intéressant, hyper instructif. Je ne sais pas si avant de... Alors, déjà, sachez je vous mettrai tous les liens en commentaire, en descriptif, de tous les sites dont on a parlé. Je vous mettrai le lien de Golden Bees, le profil de Daniel si vous voulez aller le voir, ce dont il a parlé que je vais aussi aller voir, Futurpedia. Enfin bon, toutes ces choses-là, je vous mettrai tout en descriptif. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant qu'on se quitte? non, mais c'est un plaisir d'échanger avec toi. On aurait dû le faire plus en présentiel, C'est vrai. moi à côté de toi, parce qu'on n'est pas si loin que ça. Non, je souhaite juste que ce monde du recrutement continue à évoluer de la façon dont il évolue. Moi, je suis fier de ton intégrité et je suis fier de C'est l'amitié gentil. qu'on continue à avoir ensemble. C'est gentil. Bah, c'est un joli mot de la fin, ça me touche. Merci beaucoup, c'est très cool. Bon, merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci à toi, Dany. On se retrouve nous très vite. Et pour ceux qui écoutent le podcast, on se retrouve pour un nouvel épisode d'ici quelques jours. Merci beaucoup. À très vite.